Donc, on va commencer avec la formation justement CNC 2 sur la machine, dans le fond, Iridium CNC. Dans le fond, on va voir V-Carve Pro, en fait, en réalité. Donc là, c'est là où on va voir justement les parcours d'outils, comment créer son fichier, puis jouer un petit peu avec le tout. Fait que c'est qu'est-ce qu'on va voir justement par rapport à ça. Donc là, on va commencer. Là, on va voir les types de projets, la taille de travail, le Z position, le XY position de la datation. Ça va être très important à bien prendre en compte. Mais nous, on a trois types de projets qui existent. Ici au lab, on va pouvoir en faire que 2. On va pouvoir faire en fait le type de travail le type de projet qui est simple face en fait. Vous allez voir justement, ça c'est les dimensions du matériau. C'est exactement dans le fond qu'est-ce qu'on va faire pour préparer. C'est exactement notre matériau qu'on va avoir devant notre face lorsqu'on va avoir justement le bois devant ou sur la machine. C'est là où on va vouloir vérifier qu'est-ce qu'on a besoin, notre grandeur de matériel, notre épaisseur qui va être très important, puis où est-ce qu'on veut qu'on fasse nos affaires. Comme je suis en train de montrer, justement, on voit le simple face, c'est là où exactement la face qu'on a là, qu'on vient de travailler. Le double face, c'est là où on voit qu'on est capable d'aller en dessous de la surface. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le dessus et en dessous. Donc là où on va revirer la planche de bord pour avoir les deux côtés. Lorsqu'on arrive dans le rotatif, ça par contre, on n'ira pas bien là-dedans. Étant donné que justement le rotatif, nous, on n'a pas l'indexeur rotatif. Donc on va aller avec le double ou le simple face. Nous, on va commencer avec le simple face pour commencer. Là où on a choisi notre interface, là, on va choisir ensuite de ça notre grandeur de matériel qu'on a en vrai. C'est-à-dire la largeur, la hauteur et notre épaisseur. On peut les mettre en pouces ou en millimètres, ça dépend, c'est un des deux. Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre justement c'est 16 pouces par 20 pouces. Donc là, on va commencer justement par la largeur en X, bien entendu. Donc là, on va mettre 16 pouces. Et ensuite de ça, la hauteur, on va mettre 20 pouces. Donc là, on va mettre jusqu'à hauteur. Puis l'épaisseur, ben là, on va y aller avec un beau 3/4 de pouce, si je me souviens bien. On va y aller. Sinon, non. Oui, exactement. On y va avec 3/4 de pouce. C'est vraiment notre Z qu'on a, justement. On a tout le temps les petites indications à côté là, qui nous indiquent un peu qu'est-ce qui est quoi. Ça, c'est super important, justement, à ce niveau-là. Vous allez avoir la vue 3D, la vue 2D, mais ça, on la garde pour le moment. La position du zéro. Ça, c'est la surface de matériau ou le lit de la machine. La surface du matériau, c'est vraiment la surface à laquelle que vous allez travailler. Puis là, on voit que le lit de la machine, on voit où est-ce que ça change, justement. On a exactement le dessus, c'est où est-ce qu'on travaille là en ce moment-là. C'est vraiment là, quand on fait là, justement de la planche, de la découpe, peu importe ces affaires-là. Quand on vient vraiment avec le lit de la machine, là où est-ce que le petit Z est en dessous, c'est là où est-ce qu'on va faire des moules où est-ce que le Z n'existera plus. Fait que là, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment de garder la surface de matériau. Nous, ce qu'on va aller. Le lit de la machine, lui, ce qui est important, c'est là qu'on voit que, là, avec le 3/4 d'épais, puis le lit de la machine, ben là, il faut faire attention parce que lorsqu'on fait notre outil, nous, c'est l'outil plus 3/4. C'est là où ce que ça va être bien important. Si on ne rentre pas notre bonne épaisseur, ben là, on peut rentrer en collision directement avec notre matériel. On peut briser la machine aussi, peu importe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder vraiment la surface de matériau. Puis on va garder vraiment la différence entre le lit et la machine. Si vous voulez faire le lit et la machine, ben là, je vous en parlerai avec nous, les responsables du lab, pour vous aider justement à bien comprendre c'est quoi le lit de la machine versus la surface de matériau. Généralement, vous allez penser justement que si vous faites, dans le fond, un projet qui est vraiment là, sur la surface, puis que vous usinez toute la surface, ben là, si vous changez d'outil, ben là, vous n'aurez plus de référence. En fait, vous allez enlever votre référence de Z. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lit de la machine comme étant notre référence de la machine, dans le fond. Fait que c'est carrément ça qu'on veut faire à ce niveau-là. Fait que ça, c'est bien important de prendre en considération ça. Nous, on va utiliser justement la surface de matériaux comme on a parlé justement pour pouvoir usiner nos choses. Fait que là, on vérifie toujours nos paramètres en premier. Ensuite de ça, on revient pour voir justement notre surface de matériaux. Et ensuite de ça, on va déterminer aussi notre position de datation. C'est là qui va être super important. Avec la position de la datation, là, on voit que dans le fond, le petit coin rouge, on va y arriver. Le petit coin rouge, dans le fond, nous indique où est-ce qu'on veut mettre notre origine. Et notre origine de quoi? C'est là où est-ce qu'on va créer notre origine de notre
travail. Non l'origine de la pièce physique, mais l'origine de notre travail. Nous, ça va être important par la suite de corroborer ces informations-là, de dire, si on place notre origine là, ben notre origine sur la machine doit être à la même place. Fait que là, on n'a pas le choix de faire ça comme ça. Fait que ça, c'est bien important, il faut bien prendre en considération tout ça. Nous autres, on va essayer de justement faire le tout. Nous autres, on va y aller souvent dans le coin en bas à gauche, étant donné que c'est là où on va être plus près de la machine, le plus près du zéro de la machine, le zéro machine, non le zéro du travail. La résolution, on n'y touchera pas vraiment, plus la couleur non plus, mais c'est juste pour y donner une meilleure résolution, on va dire. Là, on va y aller avec le standard, là, puis ça dépend de l'ordinateur. Là, si vous avez un super bon ordinateur, vous pouvez aller plus vite. Donc, on a la vue 3D. C'est là où on est capable de voir justement les épaisseurs, un peu la variation. Si vous avez du 3D ou la vue 2D, ou c'est là où on va avoir les paramètres bien standards. C'est vraiment là, les coupes, les 2D, toutes ces choses-là, tout va être là. Vous allez avoir à gauche justement tout ce qui est les boutons, en fait, puis tout ce qui est à droite, vous allez avoir tout ce qui est les outils. Donc là, ce qu'on va commencer, nous, ça va être vraiment les éditions, le dessin vraiment à proprement dit, modélisation, les clip art, les couches, les planches. Mais là, c'est là où on va voir un peu le tout. C'est là, c'est les 3D modèles, les clip art qui existent, que nous, on a justement, qu'on va pouvoir garder. Et ensuite de ça, les couches. Il y en a qui vont vouloir mettre justement des paramètres selon une couche. Vous pouvez faire ça, vous pouvez éteindre des couches, allumer des couches pour pouvoir justement là, vous aider à planifier un petit peu plus les découpes. La planche, ben, c'est exactement ce qu'on a fait. On peut retourner à l'édition. C'est là où on revient en arrière. Vous allez remarquer par contre que vous ne pouvez plus modifier le type de projet, en fait. C'est pas mal ça la seule différence. Ça va être bien important qu'on prenne en considération ça avant. Ensuite de ça, ben là, nous, ce qu'on a, on va commencer par justement Clip Art. C'est les trois à laquelle on va jouer le plus souvent. Nous, on va aller vraiment dans le dessin, dans la modélisation, puis dans Clip Art. On pourrait dessiner justement quelque chose. On va commencer justement là, on peut aller importer, on peut jouer avec un modèle, on va pouvoir jouer avec son épaisseur et ainsi de suite. Là, on va pouvoir importer un composant ou un modèle 3D. Donc, à ce niveau-là, justement, on va pouvoir faire le tout. Voilà, là, on va aller dans Clip Art. On va aller chercher un beau petit Clip Art. Là, c'est là où on va commencer l'importation versus la modélisation. C'est comme un fichier 3D, mais c'est pas tout à fait un fichier 3D. Mais c'est vraiment comme un 2D, mais qui est en 2.5D. C'est là la différence justement entre les deux. Puis un dessin, ben là, c'est où on va arriver que du 2D. Fait que là, nous, justement, on va utiliser les 2D. Désolé pour le petit truc. On va aller chercher un petit dessin. Puis là, on voit, là, on va regarder un petit peu rapidement. Là, c'est toutes les clip art qu'on a. Là, fait que si vous voulez, vous pouvez en prendre. On pourrait voir. Vous allez voir un petit peu là, les trois différences. Là. On a un qui est à l'intérieur. On a juste le fichier où on a carrément l'encastré. Justement. Là, ça, c'est à vous de choisir lequel que vous voulez par rapport à ce que vous voulez faire. Nous, on peut prendre la petite corne qui est là. On copie-glisser. Carrément copier-glisser. On l'importe, vous allez voir exactement ce que ça vient de faire à ce niveau-là. On vient de l'importer. Puis vous allez voir aussi que plus que c'est foncé, plus que c'est profond, plus que c'est moins foncé, moins que c'est profond à ce niveau-là. C'est la différence, la grande majeure partie. Là, on voit un peu comment je joue avec. On voit là, que je suis en train de faire le déplacement par rapport au carré, comme une sélection tout à fait normale, tout à fait banale. Et que là, c'est important là, justement de vérifier qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Suite à ça, on va aller justement montrer un petit peu là, où ce que vous voulez mettre. Là. Puis là, ça va être important de justement choisir comment vous voulez le placer selon votre matériau aussi. Bien entendu, si vous avez juste ça, ben là, vous pouvez utiliser l'entièreté de la planche. C'est sûr que non, vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là. Là. Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez à faire à ce niveau-là. Donc, on va le sélectionner. Vous allez voir que vous avez deux types de sélection. C'est bien normal. On peut aller dans le dessin, puis on peut aller sélectionner encore une fois comme double-clic. Ou, justement, vous allez pouvoir aller dans les onglets à gauche pour modifier l'objet ou créer des tracés ou fichier édition. C'est là où vous allez avoir tout ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Là, nous autres, on peut le déplacer comme on veut. Ou on va aller chercher fonction F9. F9, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient le centrer directement, automatique par rapport à notre point central
C'est là où c'est bien important. Si vous voulez faire là, justement là, juste placer quelque chose, on le voit, là, je le déplace, là, puis là, F9, et voilà, on revient carrément au centre de notre projet, carrément au centre de notre image, peu importe c'est quoi, un dessin tracé, peu importe. Le centre va être pris en compte, c'est là où on va le mettre au centre par rapport à ça. Si je ne veux pas le mettre justement au centre, là, on va voir modifier l'objet, parce que là, on va déplacer le tracé. Puis là, on a plusieurs options. Déplacer le tracé sélectionné, puis on peut l'en rajouter là, avec ça. Là, on a le texture tracé, bon, et ainsi de suite. On a un peu la courbe de texte, puis là, on peut rajouter du texte si on veut. Mais là, on va commencer par justement déplacer la sélection. Déplacer la sélection, on a choisi ce qu'on voulait. Là, on peut y aller soit relatif, soit absolu ou relatif en rotation. Absolu, ça va être par rapport à votre point central versus les côtés. Relatif, c'est carrément à sa position qui est là en ce moment. Puis relatif en rotation, ben, c'est la même chose, mais c'est pour la rotation. Fait que là, si on dit, on voyait qu'on était à côté un petit peu, en absolu, on voit que, on est un petit peu plus loin, mais là, on veut qu'on soit centré. Exemple, fait que le 8 pouces sur notre 16 pouces, puis on peut avoir justement 10 pour notre 20 pouces. Fait que là, on va arriver carrément comme si on faisait F9. C'est là où il y a la raison de pourquoi ça va plus vite. Et voilà, on vient de le faire encore une fois. Fait que là, si on dit va relatif, ben, c'est par rapport à sa position. Mais là, la relatif à la rotation, c'est là où on va pouvoir changer ça justement. Et voilà. On peut le mettre comme ça. Et voilà. Donc, si on continue justement, ce qu'on peut faire aussi, c'est de déterminer notre grandeur. On peut déplacer, on peut copier des objets. Mais nous, on commence par modifier justement l'échelle des tracés, parce que c'est là on veut savoir un peu qu'est-ce que c'est justement. Là, on le met comment? On sait quoi notre grosseur, c'est quoi... on le met comment? On joue-tu avec les X, on joue avec les Y, c'est là où on va déterminer c'est quoi. Les X, Y, ben là c'est la largeur versus la hauteur. On veut qu'elles soient liées ensemble ou non. Fait que c'est là où on veut être sûr que ça soit bien fait ou pas. Ou on veut être sûr qu'on désaligne notre matériau. Soit en pourcentage, si on veut, justement, ou en pouces. Pouces, c'est vraiment la grandeur exacte de notre projet en ce moment même. C'est là, nous, si on y donne, on va voir le pourcentage qui s'ajustait en fonction là, de ce qu'on avait fait. Fait que là, nous, on a dit 12 pouces par, puis là, ben, la hauteur, on le voit, puis 6,9 pouces. Je rappelle que c'est dans le cadre rotatif. C'est là où on a pris par rapport à notre point. Fait qu'on va grandir par rapport à le point central, là où on l'a placé au début. C'est là que c'est important, justement, de l'avoir à ce niveau-là. Ensuite de ça, ben là, on a plusieurs autres tracés. La mettre en miroir, on pourrait faire un miroir de tout ça. On pourrait pivoter, justement, pour faire une rotation, comme on peut voir là, justement. Encore une fois, absolue, la rotation par rapport à ce qu'elle est présentement, l'angle 51 degrés. Là, on le voit, on peut mettre 55, puis on pourrait l'appliquer. 5,55. Et on voit que ça ne marche pas, parce que, justement, on est en relatif. Là, on pourrait y aller. Mais là, c'est 55 degrés par rapport à son point qui était déjà. Fait que là, c'est là ce qu'on veut pas. Fait que là, on va utiliser notre coordonnée. Là, on va aller en absolu. Puis là, on va dire 55 degrés. C'est là qu'on va dire. Parce qu'il fallait utiliser par rapport à où qu'on veut que notre point fasse la rotation. On pourrait le déplacer encore une fois, mais on n'est pas obligé. Là. Moi, je l'ai déplacé, mais c'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, là, on va rentrer justement dans les éditions de nœuds, un peu, les éditions de tracés, en fait, qu'on pourrait choisir. Mais pour ce faire, on va aller chercher un petit peu un dessin 2D. C'est là où il y a dans les premières informations en haut que vous allez trouver un peu c'est quoi. Là, moi, je le rapetisse là, pour être sûr là, qu'on soit capable de faire d'autres choses à l'intérieur. Puis là, on va aller importer un modèle 3D pour commencer. Puis là, on va voir le crown, là, justement, ça c'est notre niveau, notre hauteur qu'on a à ce niveau-là. Fait que ça, c'est bien important. On va importer un modèle 3D, juste pour le fun. On va choisir, vous allez pouvoir voir un peu tous les types de fichiers à laquelle on peut prendre en compte pour les fichiers 3D dans vCarve. Bien entendu, là, c'est quand même assez touché à ce niveau-là. Voilà, on a du STL, V3M, 3D, SketchUp File, RFL, PNG, 3DS, .x, DXF. DXF, c'est pas un fichier 3D, mais il est pris en compte pareil. Vous pouvez l'utiliser comme ça, là, puis ça marche quand même très bien à ce niveau-là. Mais sinon, ça va être du STL ou du OBJ. C'est pas mal le standard que vous allez utiliser la plupart du temps. À ce niveau-là. On a dans la modélisation. Fait que là, on rentre là. On va aller ensuite de ça. Chercher un petit peu, ce sera pas bien long.
On va s'assurer qu'on ait tout. OK. Merveilleux. Donc, notre ball crown, justement, on l'a, on va la garder. Là, on va aller chercher un fichier 3D. On va vérifier lequel qu'on allait chercher, bien entendu. Et on va rentrer directement. Pas là-dedans. Job, non plus. Atelier, probablement. On va aller chercher. Para. Planche. Ah, ça va bien, ça. C'est vrai. On va chercher ça là. On va voir un peu qu'est-ce que ça fait. Là, on va voir que c'est carrément un fichier 3D, là, carrément, qu'on peut imprimer là, sur un imprimante 3D. Il n'y a pas de problème. Mais là, il faut faire attention parce que là, il faut le transférer comme étant un objet. Un peu comme un clip art, mais là, on va lui demander un petit peu, là, c'est où notre grandeur d'objet, c'est quoi, là, on a 168 par 168, mais là, on veut, mettons, le mettre 16 par 16, parce que nous autres, c'est 16 pouces. On peut changer en unité, bien entendu. On voit notre hauteur qui est 0.57. Fait que là, ben là, on l'a à ce niveau-là, fait que ça, c'est bien important. On peut défaire les ratios. Puis c'est là où on pourrait aller chercher, justement, si on regarde bien, on fait appliquer. Là, on peut justement jouer avec notre hauteur. Parce que nous autres, on voulait avoir 5,8 qui est notre épaisseur de planche. Là, ce qu'on veut, c'est la position par rapport au plan de profondeur sur le sommet. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir dans la planche. Est-ce qu'on veut tout avoir ce qu'on vient de mettre ou est-ce qu'on veut avoir une partie seulement? Nous autres, on veut tout avoir, bien entendu. C'est là où ce qu'on va faire importer, puis on va tout garder, justement. Là, on voit là, que là, voilà. Donc là, si on se rapproche un petit peu plus, si on met notre vue 3D comme on était tantôt, ben là, on voit là, que justement, là, il y a des affaires là-dessous. Il y a la crown qui est là. Fait que là, on est comme on a un petit peu une problématique à ce niveau-là, mais c'est pas grave, nous autres, c'est juste pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est justement où est-ce qu'on peut jouer avec les niveaux. On peut aller les mettre là. On voit adapter la hauteur Z. Et là, on voit hauteur minimum, hauteur maximum. On peut aller chercher, là, on le voit, là, on est capable de monter le tout. Là, si on monte, là, si on fait les deux, là, il faut faire attention de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais nous, dans notre cas, c'est pas plus grave que ça. On le fait comme ça, puis c'est amplement suffisant. Donc, ça, on va pouvoir justement le supprimer parce qu'on n'a plus besoin. On va le garder, on va l'envoyer. On peut jouer juste avec lui si on le souhaite. On peut s'ajuster à notre profondeur de matériaux si on le veut. Mais là, c'est sûr que si on veut, on peut aller le mettre beaucoup plus creux. C'est là, qu'est-ce qui est le fun avec les clip art, c'est que justement, c'est comme un niveau de gris. Là, tout ce qui est plus foncé devient plus foncé, et ainsi de suite. Donc là, on voit là, que les profondeurs, les accents sont beaucoup plus mis en évidence. Mais attention, si c'est trop creux par rapport à ce qu'on fait, mais là, ça s'en vient là, que c'est moins adapté un peu. Puis là, ben, on vient perdre peut-être un petit peu de détails aussi, si on cherche. Mais attention, si on creuse plus aussi, des fois, là, ça peut être un petit peu plus laid aussi de ce qu'il y a à l'origine. Dans le dessin, là, ce qu'on voit, c'est que justement, on va pouvoir importer ou créer des tracés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement dire, on va mettre un DXF, là, ou on va mettre, mettons, un AI vectorisé, un PDF. C'est sûr qu'un PDF, ça prend des vecteurs. Là, c'est là où on va avoir les SVG, mais on peut aller les importer là, justement dans les premières éditions en haut. Faire attention, justement, là, il y a quelques petits fichiers dans fichiers édition. Là. On a une nouvelle page, là, et ainsi de suite. Là, mais là, il faut faire attention un peu à ce qu'on fait là, par rapport à ça. Nous, on veut que ce soit important, là, justement, de prendre en considération que quand on importe un fichier, ben là, c'est lui qu'on va venir jouer avec. Donc là, on va voir, c'est là où on va le placer. On risque d'aller chercher, justement, notre fichier. Donc là, on voit là, qu'on a notre parcours d'outils qu'on pourrait jouer avec, mais là, il faut faire attention parce que là, on a deux types d'enregistrement. Moi, je vous conseillerais justement de faire l'enregistrement qui est à gauche, non à droite. À droite, celle que je viens de vous montrer, dans le fond, c'est le parcours d'outils. Donc là, on enregistre le parcours d'outils, non le projet. C'est là où nous, on va aller en haut à gauche, puis on va lui dire enregistrer le projet. On voit là, c'est le type de fichier. C'est .crv. On va le voir là, justement, c'est nous, on l'envoie. On voit CRV qui est là, ici. Là, ça va être bien important. On va enregistrer directement ce qu'on veut. Fait que là, on va y aller, on va l'enregistrer. On va lui demander, peu importe un nom, ça ne dérange pas tant, mais tant que ce soit un fichier CRV, c'est le plus important. Donc, on va voir justement que si on le ferme, ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, on peut ouvrir un fichier existant ou un nouveau fichier à partir du modèle. Là, on veut nous autres un fichier existant, on l'a fait. Donc là, n.crv, on vient juste l'enregistrer, on l'ouvre et on trouve exactement ce qu'on était. Si on avait fait le parcours d'outils, ben là, la problématique qu'on aurait eue, c'est justement, on n'a pas
le fichier source, on a juste le parcours d'outils qui a été généré par le fichier source. Fait que là, c'est bien important. Fait que là, on peut créer une nouvelle planche si on veut. On peut ouvrir un fichier ou un projet existant. C'est exactement ce qu'on vient de faire en fait. Ou on peut l'enregistrer directement. C'est là où on va parler de l'enregistrement à gauche. C'est là où ce qui est très important de faire la différence. Puis, on a ces deux travails-là, qui importer un tracé ou importer une image bitmap. Nous, on va importer un tracé. On va aller chercher justement une belle petite planche de découpe. Mais là, on peut voir encore une fois tous les types de fichiers à laquelle on peut prendre à ce niveau-là pour le vCurve encore une fois. On peut voir qu'il y en a beaucoup. On va aller chercher dans Desktop. Atelier, devant ça, on va aller chercher une planche à découper. Chercher le numéro, on en prend un au hasard à peu près, là. 201, 45. Et voilà. Le voir, il est peut-être pas à la bonne place, on va juste reculer un petit peu. Puis là, on résout le voir. Et voilà, il est là. Fait que là, c'est lui qu'on veut prendre. Là, on se souvient des fichiers, tous les tracés et ainsi de suite qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on a besoin et tout, qu'est-ce qu'on a pris. Bon, parfait, on a besoin de ça. Merveilleux. Là, on va aller chercher une position. Là, on voit qu'on est à moins 40. On va aller faire un petit F9. On va aller au centre, justement. On va faire appliquer, fermer, on va mettre notre échelle, justement. On va s'ajuster par rapport à ce qu'on a besoin, notre grandeur. OK, 4 pouces. Bon, ben là. C'est là où est-ce qu'on peut choisir. On est là. On sait qu'on est plus large que plus haut que large. Fait que là, on peut aller jouer avec le maximum qu'on veut en hauteur. Puis le reste va s'ajuster automatiquement dans notre brut. Puis là, on le voit, 19 pouces. Tout en masse, on se garder un demi-pouce sur chaque côté pour donner notre 20 pouces, ce qui est amplement suffisant. Si on veut, on peut se garder un petit peu plus de jeu. Là, on le voit qu'on a un petit peu plus de jeu aussi en bas. On va le garder comme ça. Donc, ensuite de ça, si on veut, on peut justement voir que les deux tracés sont différents. C'est là où on pourrait dire, ah ben moi, j'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin d'avoir ci. Je veux dire, mon tracé, c'est ultra important de garder ces deux tracés-là comme étant un projet. Donc là, on va aller chercher une image justement par rapport à ça. Puis, l'image qu'on va garder, c'est, mettons, on va prendre la tasse, là, on va juste prendre ça, il y en a plein, là, mais on va juste prendre elle là, pour bien comprendre un peu ce qu'on va faire. Parce qu'on va vouloir peut-être utiliser une image pour vectoriser cette image-là. Peut-être qu'on va vouloir utiliser celle-là. C'est là où on va définir la taille, bien entendu. On se rappelle toujours de nos éditions, justement. On va la mettre comme ça. Et voilà. On va aller déplacer notre objet pour être sûr que ce soit correct. On va le mettre à la bonne place, à peu près à une place, en fait. Et voilà, on va dire là environ. Là, on voit là, que justement notre niveau de gris, c'est là qu'on peut le voir un petit peu la différence entre les deux. C'est là où on peut utiliser plusieurs éditions. Là, on se rappelle, revenir en arrière, continuer. C'est là où on peut faire ça sans problème aussi. Dans notre cas, on va dessiner un cercle. Pourquoi? Vous allez voir, justement, on va faire... voilà. La raison est bien simple, c'est pour encadrer justement notre couronne, dans le fond, dans notre planche à découper. Bien entendu, ce qu'on fait, là, c'est vraiment juste pour démontrer les objets. Là. Je pense pas qu'en vrai, on fasse ça, mais on pourrait le faire là, justement à ce niveau-là. Vous pouvez voir là, que le XY est bien important là, pour pouvoir justement créer notre position plus notre grandeur justement à ce niveau-là. Puis c'est là où on va déterminer un peu où on la met. On peut double-cliquer si on veut. On peut jouer avec. Il n'y a pas de problème si on le veut. Donc là, nous, on voit là, il y a besoin de double-clic. On voit que c'est un peu trop grand. Fait que là, c'est là où on pourrait dire qu'on vient le réduire directement par la sélection. Ou on le laisserait comme ça à ce niveau-là. C'est pas plus grave que ça, mais tant qu'on rentre à l'intérieur de nos lignes, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on pourra faire dessiner un texte. On a besoin justement, on va dire allô, bon, parfait, merveilleux. On a le TrueType ou le filaire. TrueType, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment les polices système. C'est carrément les polices actuelles qu'on a disponibles dans votre système. Vous pouvez en télécharger. Si vous faites ça, ben là, c'est sûr que défaire votre... fermer votre vCurve, puis redémarrer justement pour être sûr là, qu'ils prennent en compte la nouvelle police que vous avez installée. Bien entendu, pas toutes les polices qui les prennent en compte. Il y en a qui sont facilement vectorisables, il y en a d'autres que non. Là, vous pouvez voir justement que la police que nous on va utiliser, c'est Ubuntu. On a justement la possibilité de le faire. Vous allez voir que justement on a des cavités où c'est qu'on peut mettre un outil à l'intérieur ou passer sur la ligne de l'outil. C'est là la différence entre TrueType et filaire.
filaires, c'est là où on va voir que justement, là, on en a beaucoup moins. Mais là, ça, c'est les types filaires de V-curve. C'est là où on va dire, ben, voici le type de police, mais que toutes les lignes qui sont là, c'est les lignes de tracé. C'est vraiment les lignes où ce que l'outil va passer. Là, on voit, c'est une, il en fait une, puis il fait le halo. Si là, on voit le 1L, 2L, 3L, 4L, ben là, on voit que, bon, ben lui, il y a 3L, Roman 3L, fait que ça, c'est la police Roman avec 3 lignes pour créer, justement, notre V-curve. Pas notre V-curve, mais notre texte sur notre bois. On peut voir, là, c'en est un autre de type filaire. Nous autres, on va aller avec la police Ubuntu, puis on va pouvoir l'utiliser pour faire un pocket à l'intérieur, ou, si on veut, juste faire les contours du lettrage aussi. Pas toutes les polices qui sont faites pareil, mais bien entendu, on peut les prendre comme ça peut faire très bien. Nous, dans l'image, vous allez voir que juste le petit oiseau qui est en dessous, on peut vectoriser une image avec V-curve. C'est sûr que vous allez voir que ça va être important de bien prendre en considération. On va le voir juste rapidement. On prend une image couleur qui est là. Parfait. Nous autres, on va la mettre en noir et blanc. Là, ça va faire quoi? Vous avez le niveau de seuil des couleurs à laquelle il va être pris en compte. Puis là, vous allez voir que toutes les couleurs qui sont tracées, qui sont vues à l'intérieur de l'image, c'est là où on va pouvoir les sélectionner pour dire qu'est-ce qu'il y a. Puis on voit, si on trace par rapport à la noir et blanc, ben là, on voit tout ce qui est en noir et blanc, tout ce qu'on veut tracer, tout ce qu'on ne veut pas tracer. Si on fait appliquer, là, on va voir que justement, ben, on a délimité le type en noir et blanc des couleurs qu'on a. Couleur, ben, on choisit la couleur qu'on a de besoin. Dire, ben, moi, je veux telle couleur. Puis on est capable d'avoir une ligne entre les deux changements de ces couleurs-là en particulier. Nous, dans ce cas-là, ça va être bien important, justement, de choisir ce qu'on veut. T'sais, on voit couleur, ben, on est capable de les choisir. On voit, et voilà, ça nous dit exactement. Puis si on fait appliquer, ben là, on a les couleurs qui se sont rajoutées dans la vectorisation. C'est là où ce qu'on choisit, dans le fond, là, si on veut les mettre comme qu'on veut. La couleur que je viens de changer, dans le fond, c'est pour démontrer la couleur à laquelle on ajuste. Comme on voit le nombre de couleurs ou le niveau de seuil, c'est les deux. Parce que plus qu'on augmente le seuil, plus qu'on augmente le type de ligne ou la gradation entre le noir et le blanc, entre les seuils de couleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir plus ou moins de lignes, là, tout dépendant de ce qu'on cherche à faire. Ensuite de ça, on peut ajouter nos filtres, notre décalage d'image, et ainsi de suite, ainsi de suite. On applique et on vectorise. Vous allez voir que l'image est encore là. On peut la sortir ou on peut garder les vecteurs. Nous, notre image, dans notre cas, on peut la supprimer si on veut. Et voilà. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser juste nos vecteurs de tasse qui sont ici. On va les déplacer, bien entendu. On pourrait les déplacer un petit peu plus haut. On va juste voir un peu qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est là où on va pouvoir justement les modifier si besoin est. Parce que ça peut arriver que justement les vecteurs ne soient pas exactement ce qu'on recherche ou mettons il y a des vecteurs qui ne sont pas très bons. Nous, on va vouloir justement choisir c'est quoi. Là, ajoute des cotes au dessin, c'est là qu'on peut vérifier la hauteur en fait là, si on veut. Dans notre cas, on n'est pas obligé de le faire, là, mais c'est où ce qu'on pourrait le faire. Ensuite de ça, on va rentrer dans les éditions de nœuds. Là, on voit là, que on est capable de sélectionner tout, mais on n'est pas capable de sélectionner la ligne ou de bouger ces lignes-là. Mais on voit c'est tout saccadé, c'est pas très beau. C'est normal, là, c'est tout à fait normal, là, on y va de même. Là, puis, mais si moi, je veux supprimer ça. Que moi, exemple, là, ça, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus. Plein de petites affaires que j'ai pas besoin d'avoir là-dedans. T'sais, on voit plein de petites lignes. Puis là, ben, c'est important de dire, ben là, moi, je veux pas ça dans ma découpe. Parce que on s'entend que c'est tellement minuscule que ça va juste faire un petit point avec notre outil. Puis c'est pas ça qu'on cherche. Et là, on va aller voir dans l'édition des tracés. On a l'outil de sélection. Puis là, on a l'outil de joindre les tracés ouverts. Puis là, on va aller sélectionner tous les tracés, dans le fond, qui sont là. Ça va être bien important. Ça se peut qu'il y ait des tracés qui ne comprennent pas c'est quoi. Puis là, là, il ne veut pas que je le prenne. Pourquoi? Ben là, ça se peut que notre tolérance n'est pas assez haute. Il va nous dire exactement c'est quoi. On vient sélectionner le tout. On a fait des contours fermés 3 fois, puis ouverts 0. Fait qu'on n'a pas besoin de joindre les tracés. Mais ça pourrait arriver qu'il y a des lignes qui importent mal, puis que là, les lignes, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Puis là, ça va être très important de bien prendre en considération de joindre les tracés pour être sûr que ça fasse une belle ligne unie. Dans le cas qui est là, vous allez voir qu'on n'est pas capable de jouer avec les courbes, mais pas en tout. C'est là où on va rentrer, puis là, on va aller voir justement relier, puis on voit tout créer des liaisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, on voit justement outils d'édition de nœuds. Si on clique là-dessus,
impossible d'édition des nœuds du projet groupé ou de grouper. Et là, on voit, est-ce que vous voulez désélectionner, déregrouper déregrouper les objets? Donc là, on peut dire non, ça dépend de ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Mais dans certains cas, comme lui qui est ici, on va vouloir. Pourquoi? Parce que vous allez voir que justement, si on regarde, on est capable de voir. Là, encore une fois, il nous le demande. Là, ça veut dire que on peut pas jouer avec les nœuds quand ils sont dans un groupe d'objets. C'est là où on va pouvoir les dégrouper si on veut, avec le clic droit des regroupements, là, justement. Mais là, on voit que, mettons, les autres, on est tous capables de jouer avec les nœuds qui ont été faits pour ça. Chaque nœud là, qui est là, on peut les bouger. Fait que là, nous, on va leur demander encore. Il veut pas, bon, ok, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, justement, on va être rendu à voir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, lui qui est ici, on va le prendre, on va aller cliquer, on va le faire, on va sélectionner, et on va cliquer droit. Puis là, on va dégrouper les tracés vers la couche d'origine ou vers la couche du groupe. Fait que là, ça dépend de ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Généralement, c'est quand il y a un groupe qu'on a créé, on veut juste avoir un groupe dans un groupe, ben là, on dégroupe juste pour le groupe. Nous autres, on va l'avoir, on va aller chercher vers la couche d'origine. C'est là où on veut aller sélectionner chaque vecteur qui sont ensemble. C'est chaque vecteur-là, c'est là où on rentre dans l'édition de nœuds. C'est là où on va pouvoir jouer avec les nœuds. Vous allez pouvoir voir, là, justement, là, on est capable de déplacer, modifier, ajouter l'angle. On va pouvoir rajouter des nœuds, supprimer des nœuds, de supprimer des courbes, même à la limite aussi, là, qu'on veut se débarrasser, là, un peu comme on disait par rapport à ça. Voilà, celle-là, on va cliquer Delete. Et là, on va prendre celle-là. Et on va cliquer Delete encore une fois. Puis là, ben, on l'enlève. Puis là, on voit là, que c'est pas mal mieux. On dit, OK, on y va comme ça. On veut l'avoir. Prendre ça, c'est bon. OK. Ben là, lui, on pourrait dire, moi, j'ai besoin. Mais le restant, je n'ai pas besoin. Si on veut. On va se le prendre. Puis là, il nous dit, hey, comment ça, je ne veux pas? Pourquoi? Là, on se souvient qu'on va aller désélectionner tout, puis on va aller resélectionner tout pour être sûr que ce soit correct. Toutes les tracés sont à l'intérieur. C'est là où on va pouvoir justement utiliser d'autres choses. Donc là, quitter le mode d'édition de nœuds, on les sélectionne et on va pouvoir regrouper les tracés encore une fois, puis on va pouvoir les compléter comme étant un fichier. Ben, pas un fichier, mais un tracé. C'est là où on va pouvoir jouer avec si on veut. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire là, pour pouvoir faire l'édition. Dans le cas justement de ça, c'est là où on va pouvoir faire du décalage aussi, si on veut avec la ligne des vecteurs. On peut aller vers l'extérieur, l'intérieur ou les deux. Là, ce que ça va faire, aller avec les variations de tracé, parce que là, on voit que on a ici, exactement, qui est trop petit. Fait que là, si on fait un pouce, là, exactement ce qu'on fait. On n'est pas capable de suivre notre décalé. Fait que c'est qu'est-ce qu'il va nous faire là, justement pour être capable de le suivre ou pas. Dans le cas qui est là, on peut faire un décalage justement de notre cercle qui est au centre. On pourrait dire ça, on pourrait le faire décaler, ou on pourrait juste, mettons, dire qu'on fait un petit contour, l'autre on pourrait le couper, ainsi de suite. Tout ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire avec notre projet en tant que tel. Nous, notre parcours d'outils, on va le garder snappé. Pourquoi? Parce que justement, on a de besoin. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à jouer un petit peu. Si on n'a plus de besoin, on va le supprimer. Là, c'était juste pour un exemple. On va regarder un peu tous nos exemples qu'on a là. On commence par l'usinage de poche en réalité. On va utiliser la plupart des opérations comme étant une poche ou un contour. On va utiliser des fois le 3D roughing puis le 3D finishing. Nous, on va commencer avec, comme on voit, 3D roughing, 3D finishing. Fait que là, on va voir justement ces options-là qu'on va utiliser le plus souvent. Les autres, ça va être toutes des options là, qui sont différentes un petit peu. Vous êtes invité à les voir là, si vous le souhaitez là, à ce niveau-là. Donc, on va commencer avec usiner une poche. C'est le premier dans le fond. Une poche, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'intérieur d'un objet, d'un tracé. Cet intérieur-là, on ne suit pas une ligne, on suit l'intérieur entre les lignes. C'est là que c'est bien important à prendre en considération entre un contour et une poche. 3D, bien là, vous comprendrez que si vous avez un objet 3D, vous allez aller vers cette option-là. Donc là, on va juste prendre en considération tout ça et on va partir pour aller sélectionner le fichier qu'on veut, pas le fichier, mais le tracé qu'on veut utiliser. Ce tracé-là, on va le sélectionner. On veut aller vers l'usinage de poche. Avec le point contour, parce qu'on ne veut pas faire le contour, nous, on veut aller faire vider l'intérieur. C'est là où on va venir
comme ça, puis on va gruger tout à l'intérieur vers l'extérieur, puis on va ensuite de ça avoir un beau trou. C'est qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses. Donc, usinage de poche. Usinage de poche. Là, on se rapproche un petit peu plus si on veut. On voit que c'est le contour qu'on a sélectionné, la fraise de finition 1.8. On va y revenir un petit peu plus loin pour qu'est-ce qu'est une fraise, c'est quoi, comment déterminer les bons paramètres de coupe et ainsi de suite. Vous allez voir là, que ça va dépendre c'est quoi, mais vous allez savoir c'est quoi en masse. Nous, dans notre cas, les fraises de finition, on en a beaucoup au lab. C'est sûr que prenez pas en compte qu'on a tout, prenez pas en compte qu'ils sont super bonnes. Tout le temps. Parce qu'il peut y avoir d'autres mondes qui peuvent les avoir brisés la veille d'avant, parce que là, ça peut arriver qu'on n'ait plus la bonne chose. Donc, effectivement, là, nous, on a profondeur de coupe. On a 0.625. La profondeur, pourquoi? Parce que c'est notre profondeur, c'est notre épaisseur de matériel, dans le fond, à ce niveau-là. Fait que là, pas un 0.625, je mélange tout le temps avec 0.625, 0.775, mais 750, mais on sait que c'est 0.750. Qui est l'épaisseur de matériel. Vous allez avoir différents types d'outils. Vous pouvez avoir plusieurs outils, dans le fond, là, pour la même. Vous pouvez avoir là, un outil là, softwood, hardwood, nanana. Vous pouvez avoir le même outil pour faire toutes ces options-là, mais c'est juste qu'ils vont avoir des paramètres de coupe très différents. C'est juste ça la différence. Donc, nous autres, on a sélectionné la fraise un quart. On va aller chercher notre nombre de passes. On n'ira pas en une passe, là. On va m'emmener l'autre outil. Ça se peut qu'il ait besoin de respirer un petit peu. Fait que là, on va lui donner plus de passes. Là, on va y aller. Normalement, là, on devrait y aller un quart. Là, on va y aller à, justement, 1 pour 1. C'est-à-dire un quart pour un quart, un quart pour un quart. Si on a un 8, c'est un 8 pour un 8. Fait que là, on va aller chercher, là, on le voit, là, on va le faire en 3 passes pour aller chercher un par un. Fait que notre outil un quart, on peut descendre d'un quart à la fois. Puis on va garder une belle évacuation des copeaux. On peut rajouter une dernière passe. Ça, notre dernière passe, c'est comme un finishing pass, on pourrait dire. C'est une passe un petit peu moins agressive, mettons si on veut, dépendant du matériau qu'on a, dépendant de notre outil. C'est un outil de coupe up and down. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Up and down cut, on se rappelle. On va y en reparler, on va y en revenir un petit peu plus aussi à ce niveau-là. Nos 3 passes sont déterminées. Notre compensation en trame, vous allez voir un peu ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des zigzags dans le trou, puis ensuite de ça, il va faire le contour. Mais là, nous autres, ce qu'on veut, c'est compensation, il va partir au centre, puis il va aller vers l'extérieur, ou il va partir de l'intérieur, tout dépend si c'est en montée ou en conventionnel. Il va aller partir soit, comme on le voit, là, il va descendre l'intérieur, mais normalement, il va partir de l'extérieur, il va aller vers l'intérieur pour enlever tout, ou l'inverse, un des deux. Nous autres, on va y aller vraiment en compensation. C'est ce qui va être le meilleur là, justement là, pour le faire, mais on voit un peu qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à notre trame. L'angle de la trame, là, on peut le choisir. On peut y rajouter une passe en dernier, parce que là, c'est un trou, un pocket. On n'est pas obligé d'en mettre aussi. Ça peut être un rough, on le sait. Compensation, là, il va faire le trou carrément comme la bonne manière. On peut rentrer un plunge move, un mouvement de plongée de la rampe, c'est-à-dire que l'outil va s'en venir, puis il va descendre tranquillement, on pense comme temps Z, puis il va rentrer à l'intérieur, puis il va rentrer, puis il va commencer à descendre dans notre matériau. Donc là, on voit là, justement ce qu'il est en train de faire. Ouais, voilà. Donc là, on va pouvoir justement ajouter une plongée si on veut, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'on ait besoin d'ajouter une plongée. Mais ensuite de ça, c'est le Z-Sur, notre parcours d'outils. Notre Z-Sur, par exemple, puis nos Z, là, on voit 2 pouces. Position initiale, ça c'est la position où il va aller en attente. Puis notre Z-Sur, ça c'est la position à laquelle par-dessus notre matériel. C'est-à-dire pour être sûr que quand on tasse un outil, là, on s'assure justement qu'on a les outils à la bonne place. Là, on va juste rajouter notre nom, dans le fond, de notre parcours. On va marquer trou de la planche de découpe. On va le savoir. Et voilà. Et il va nous embarquer directement dans l'aperçu automatique. Automatique. Là, on va voir les types de coupes qu'il est en train de faire. Là, on voit. Et voilà. Là, on est capable de savoir un peu l'aperçu des parcours d'outils. Partout des parcours d'outils, vous allez voir que vous avez un plus, un arrêté, partout de toutes les cours, la vitesse, le play, puis la sélection de ce qu'on a justement dans notre parcours d'outils qui est là. Si je fais là, on voit là, que c'est bien trop rapide. On va revenir exécuter en réaction. Là, on peut réinitialiser l'aperçu. On va descendre notre vitesse, parce que c'est un petit trou. Là, on peut voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est là où ce qu'on veut. On peut le rajouter encore. N'hésitez pas, c'est bien important de regarder ça. Puis s'assurer que c'est la bonne chose qu'on fait.
pour être sûr de faire voyons, pas d'erreur à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a un petit trou, ça va être une petite vitesse, dans les gros espaces, vous allez vouloir monter la vitesse pas mal. Donc là, dans notre 2D, on a le parcours de là de fait. Là, ensuite de ça, on peut faire afficher les parcours d'outils, dans le fond, qui sont là. Là, vous allez voir l'activité des deux parcours. On vient sélectionner, on voit ce qu'il fait. Là, on voit, et on monte, et on monte, on monte, on monte, on monte. Et on voit que le trou est là. Là, ensuite de ça, on va faire la même chose avec la poche, mais là, on va aller avec le halo. Là, on va aller usiner l'intérieur. Là, on voit, sont déjà groupés, parce que c'est un texte qu'on a créé par. Ça se peut que ce soit un texte que vous avez importé, puis c'est là que ça se peut que ce soit bon de les regrouper ensemble pour bien le prendre en considération. Vous allez voir justement qu'on a notre phrase un quart, mais là, on n'ira pas au fond avec notre profondeur de coupe. Là. Par contre, là, on va peut-être aller un petit peu moins profond. On va juste aller à 8. Juste pour donner une petite compensation comme ça. Là, on peut modifier encore la couche, mais on est encore en dessous du 1 pour 1, fait qu'on est correct. Compensation ou en trame, c'est encore une fois un choix. Surtout, on reste en compensation. Plunge rate, non pas besoin. Là, on fait juste rajouter le lettrage. Et voilà. Là, on voit exactement ce que ça fait. Si on fait le parcours, on voit. Et voilà. Notre beau lettrage est beau. Et good. Là, on peut voir là, justement que si notre lettrage n'est pas beau, ou que, mettons, il y a juste des petites pointes dedans, c'est parce que notre outil est peut-être trop gros. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Fait que là, c'est important. C'est là où on parlait aussi de la résolution tout à l'heure. C'est ça qu'on parlait aussi, là, justement. Si vous avez une meilleure résolution, c'est là où vous allez avoir moins de pixelisation là-dedans. Et vous avez les deux. On peut utiliser phrase de finition. Et là, on pourrait aller supprimer, mais là, on pourrait aller changer notre outil. Comme on disait, on pourrait aller changer notre outil plus petit pour être sûr que lorsqu'on recalcule, là, on voit que il y a beaucoup plus de lignes, ça va être plus long. Mais, comme on peut voir, là, ça risque d'être pas mal plus propre. T'sais, mettons, les coupes, les courbes vont être vraiment là, plus petites. Là, on se rappelle là, qu'on a pris un outil d'un 8. Là, on pourrait y aller là, il y a 2 passes dedans, mais on pourrait y aller une passe là, sans problème pour aller faire notre 1 pour 1. Là, on voit là, que nos coins sont beaucoup plus pointus, et ainsi de suite, C'est normal parce que le rayon de notre outil va déterminer nos coins. On a vu 2D. On peut faire afficher si on souhaite. Et voilà. Et on a justement tous les parcours à laquelle il va vouloir faire le lettrage. Là, on le voit exactement comme ça. Le contour de notre crown, justement. Alors, nous autres, on va aller avec un usinage de contour, parce qu'on veut juste faire un contour. On ne veut pas creuser, on ne veut pas prendre l'intérieur. C'est là que c'est un petit peu différent. Là, ce qu'on va faire, c'est profondeur de découpe, profondeur de départ. Et ensuite de ça, notre forêt qu'on va choisir. Là, nous autres, on choisit une forêt en V. On va prendre ça, exemple, là, justement, là, pour être capable de faire un beau V entre plus décoratif, on va se le dire, pour faire justement notre contour de notre couronne là, justement qu'on a à ce niveau-là. On va voir un petit peu les paramètres qui sont là un petit peu plus tard, mais ce sont des paramètres qui vont être comme ça. On choisit notre forêt, pause paramétrage, on devrait en avoir juste une, on ne devrait pas défoncer vraiment très profond là-dedans, on n'a pas besoin d'eux, on a juste besoin de descendre une petite affaire. Là, on voit dans là-dedans, là, je peux descendre de 1,16, je pense que ça va être amplement suffisant, c'est juste pour donner un accent avec un chanfreinage, là, bien entendu. Et là, cela va être important. Notre usinage, est-ce qu'on est sur la ligne, à l'intérieur ou à côté de la ligne? On le voit. Et voilà. On se garde un petit peu. On va se mettre dessus, nous autres, parce que c'est un contour, fait qu'on veut y aller sur la ligne. On a ballon en conventionnel. Est-ce qu'on veut faire une dernière passe séparée? Pas en tout, on n'a pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin de faire une petite passe de finition à ce niveau-là. Des tonneaux mortaises, on va y revenir un petit peu plus lors de la découpe externe. Mais c'est pour vraiment tenir notre matériau. Notre rampe, c'est là, est-ce qu'on va descendre tranquillement d'une shot? Ou, c'est là où on parlait tantôt, là, on voit qu'il descend puis il va faire une approche douce. Ou il descend direct, puis il va usiner là, en première partie. Nous, dans notre cas, ça, il pourrait descendre direct, puis on va y aller, ça ne dérange pas, parce que c'est pas une coupe puis c'est pas une profondeur incroyable. Donc, à ce niveau-là, on va regarder, on va faire notre enchaînement et on va partir. C'est tout bon, on est parti là-dessus. Et voilà. On les a. Justement, on a les trois. Fait que là, c'est super. Fait que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement notre couronne. Couronne, c'est là où on va rentrer dans le 3D.
qui est en réalité le 2.5D. Puis ensuite de ça, on va finir par la coupe. On va tout le temps suivre une étape de justement qu'est-ce qu'on veut que la machine fasse en premier, tout le temps. Donc là, on va commencer avec le parcours d'outils de roughing. Okay, ça, c'est le finishing, puis l'autre, ça, c'est le rough. Donc là, nous autres, on y allait en petit step comme ça. On va y aller en cas dessus. Vous allez voir que ce que ça va faire, ça va être un petit peu différent à ce niveau-là. Et voilà, on va aller sélectionner notre fichier. Bien, cool. Contour notre modèle, contour notre matériau. Donc là, nous, ça va être notre contour de matériau ou le contour modèle. Nous autres, on va garder le contour modèle parce que c'est juste le modèle qu'on veut faire. On ne veut pas faire tout le restant. Puis on va aller choisir notre outil pour être sûr d'avoir le bon. Un bout sphérique. On n'est pas obligé d'aller avec un bout sphérique au départ. On peut aller avec justement une fraise N1000 au standard là, pour être sûr. Notre fraise N1000 encore. On va aller chercher le softwood. Oh, il n'est même pas créé. On va aller chercher l'autre de bord juste pour être sûr. Et voilà. Cool. Fraiseuse. Fraise finition encore. On va aller sélectionner celle-là. On va contourner notre modèle. Surcode d'usinage, on n'en laisse pas. On pourrait en laisser. Tram Z niveau en Z. Ça c'est quand même assez important. Puis le surcode, ben là, L, c'est ce qui va déterminer, dans le fond, c'est si on passe dessus. Est-ce qu'on laisse une épaisseur d'usinage partout, même si on passe avec la grosse mèche, pour être sûr que lorsqu'on fasse le finishing, ben on soit sûr de faire une finition parfaite. Si on veut juste faire un roughing, puis on veut dire ben on va aller plus vite, on peut faire la surcode d'usinage, ça dépend de votre matériel, s'il est friable ou pas. Notre niveau de Z versus la trame Z. La trame Z, on le voit un petit peu, là, c'est vraiment là, ce qu'on voit, là, les lignes bleues. C'est que justement, il va se promener, là, il y a une bosse, il va monter, il va descendre, il va revenir, monter, descendre, il va remonter, monter, descendre. Niveau de Z, c'est qu'il va faire comme si c'était un Z. C'est-à-dire, il va usiner, il va enlever tout, et ensuite de ça, il va descendre, va descendre, va descendre. C'est là où il va changer sa forme, tandis que là, il va usiner au complet, tout d'une shot. Ça dépend vraiment c'est quoi que vous voulez faire, puis ça dépend du matériau aussi, laquelle que vous avez entre les mains. Il n'y a pas tous les matériaux qui acceptent ça. Donc là, on va faire une ébauche 3D, ébauche de la couronne, et voilà. Puis on va faire calculer. Vous allez voir que, et voilà. Ça, c'est tout ce que l'outil va faire. On voit que c'est pas très beau, ce qui est tout à fait normal. C'est juste pour enlever le plus gros. Puis on va laisser ensuite de ça les outils de finition finir le reste. Là, si on ne laisse pas de cote, quand l'outil peut passer à une place où ça rend le bon niveau, ben, il est correct, il va aller à la bonne place, c'est tout à fait normal. Donc là, on le voit, on va laisser finir. Bon, parfait, on a arrêté. On va au bout, on va le fermer. Et comme ça. Là, si on peut rééditer. Là, on va choisir un autre outil. On va aller voir vraiment la différence entre lesquels. Pas de parcours d'outil créé. On veut vraiment la bonne chose. Attention, pas de parcours d'outil créé. Pourquoi? Parce que exactement, on n'a pas choisi la bonne chose. Et voilà, l'ex est contrôlé par la valeur de profondeur de base. C'est là, il faut faire attention, c'est quoi notre outil. Donc là, on va aller voir c'est quoi nos niveaux. On est en tram Z. Puis là, ben, c'est là la différence. Il ne veut pas qu'on le fasse parce que justement notre outil n'a pas seté comme il faut. Puis c'est là où est-ce que ça va être important de le faire comme du monde. Donc là, on va choisir un outil qui est mieux. Donc là, on voit 3/4 de pouce. Donc là, on va y aller à 1/4 ou 1/8, dépendant à ce qu'on veut faire. 1/4. On va voir si on fait ça. Et voilà. Donc là, vous allez voir là, que si on fait juste ça, là, c'est juste ça qu'il va faire. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche à faire. Tandis qu'avec le niveau de Z, là, c'est la trame 3D, là, on va revenir, on va remettre comme on était, là, justement. C'est qu'il va permettre l'outil à descendre plus bas, à remonter, puis il va vraiment faire ce qui est la bonne chose. On voit là, la différence, là. Pas mal supérieure, justement. Ça va être plus long, oui, mais ça va être beaucoup moins long au final parce que votre outil de finition ne fera pas beaucoup de travail. Il va juste faire le travail qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire la finition. Tandis que là, on y va avec. La finition. Là, généralement, avec la finition, on va y aller avec des bouts sphériques. Les bouts sphériques, c'est là où ce qui va être le plus important. Et là où ce que ça va être la partie la plus douce, on va dire. Puis on veut que ça soit beau, on veut que ça soit propre. Puis on veut que ça soit justement détaillé. Faire attention par contre qu'on va reprendre le contour du modèle. On va prendre à peu près la même chose. Balayage, décalage, c'est un peu la même chose dans le fond qu'on avait fait. C'est juste que on va pouvoir descendre directement à notre hauteur. Puis on va balayer justement ou on va partir du centre en décalage comme on est en train de montrer. On va partir du centre puis on va aller vers l'extérieur. Tandis que le balayage, on va partir en bas puis on va monter jusqu'en haut.
Plus qu'on prend un outil gros, plus que nos détails, on va les perdre. Plus qu'on prend un outil petit, plus qu'on va garder les détails, mais ça va être en contrepartie beaucoup plus long. Et voilà. Là, on va juste marquer notre nom. Et voilà. Fait que là, on voit que, oups là, hein, il y en a de la ligne. Ça va être long. Là, si on regarde, là, c'est là qu'on peut voir les détails. On va juste le slacker un petit peu. Là, c'est sûr que là, on va arrêter. Je n'ai juste pas fait l'ébauche, j'ai tout fait réinitialiser. On va faire ça ici. On va tout enlever. Et voilà. Merveilleux. On va slacker un petit peu la vitesse. On va juste faire notre parcours de finition. Et voilà. Donc là, on voit là, que il fait pas un balayage, mais il fait vraiment un contour. Fait que là, plus qu'en s'en allant, on le voit là, justement là, que on s'en vient de plus en plus clair, puis on vient faire de plus en plus de détails. Mais ça va être beaucoup plus long. Vraiment plus long. Mais au moins, on va tout avoir. Fait qu'on fait finition couronne, on voit justement quand on laisse notre doigt dessus, on est capable de voir les statistiques. Ensuite de ça, on va faire le contour extérieur. C'est là où on va voir un peu les tenons aussi. Un contour, on a usé un contour, parfait, forêt en V. On ne coupera pas avec un forêt en V, bien entendu, mais on commence par couper notre épaisseur. 3/4, finition 1/4, on va retourner dans justement, ça fout, finition 1/4, parfait, on sélectionne, paramétrage des passes. On va aller là parce qu'on ne coupera pas une passe, bien entendu, comme on a parlé tantôt, mais on va pouvoir aller setter justement notre usinage tout de suite, si on veut. Externe, parfait, tenon, c'est là où on va avoir les tenons tout de suite. On reviendra aux paramètres de passe un petit peu plus tard. Et on va y aller 1/4 par 3/16 d'épais. C'est là où on peut choisir, ou un tenon 3D, c'est qu'il n'arrêtera pas, il ne fera pas une montée, il va juste faire monter puis en descendant. Des fois, ça peut aller plus vite. On va préciser le nombre de fixes, dans le fond, le nombre de tenons qu'on veut mettre. On va en mettre, mettons, un petit peu. Là. Si on fait ajouter tenon, là, ce qu'on va voir, c'est que il s'ajoute automatique à distance égale tout le temps. Le maximum par rapport à votre courbe, pas par rapport à votre design. Si vous avez une dimension, mais vous pouvez les mettre où ce que vous voulez. Là. Vous avez vu, là, je l'ai pris, je l'ai déplacé. Ou vous pouvez dire entre chaque distance, mais 6 pouces entre chaque. Donc là, il va s'assurer qu'à tous les 6 pouces, il y en a un. Là, on peut aller le sélectionner, on peut aller le déplacer si on veut s'aider justement à ce que ça soit beaucoup plus facile à modifier par la suite. Et voilà, on va fermer. On peut ajouter une rampe. Dans ce cas-là, oui, ça va aider justement à l'approche de la mèche là, sans problème. C'est là où on va arriver. On peut laisser une petite distance. On peut ajuster lisse, zigzag, spirale. Ça dépend de ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Puis là, ben, on va vouloir justement marquer qu'est-ce qu'on veut faire. Vous allez voir ce que ça va faire. Et voilà. Contour extérieur. Si on fait ça, on fait rien d'une pause. Wow, c'est peut-être un peu too much. Fait que là, on serait capable théoriquement avec cet outil-là, mais je pense que ce serait peut-être pas bon. Puis là, on va faire paramétrage des passes. On va mettre encore une fois en 3 passes parce qu'on est en 3/4. On va faire recalculer. On voit les 3 passes qui se sont rajoutées. On va les faire. Et encore une fois, c'est trop vite. Fait qu'on va juste le slacker un petit peu. On va faire la première passe. Premier tour. Voir qu'est-ce qu'il fait. On voit l'approche qu'il a faite en descendant un petit peu. Il va redescendre encore. La même approche tout le temps. C'est tout le temps en approche. Là. Ça va juste aider l'outil à moins forcer d'une shot. Il y en a qui travaillent moins bien en plongée que d'autres. Puis, ben, quand on arrive avec la dernière passe, on va le voir. Puis on voit qu'il va monter. Puis il va laisser un petit tenon, justement, derrière. Puis on le voit, on va s'approcher. Là. Ce petit tenon-là, c'est ce qui va tenir votre pièce. Généralement, on fait tout ça, là, ce travail-là, à la fin de tout notre travail parce que c'est assez important, merci. On veut que ça soit là, quand même assez robuste pour tenir toutes nos pièces, pour pas que ça bouge. Puis on veut que nos contours soient bien définis à ce niveau-là. Fait que là, c'est ce qui a trait vraiment là, au contour. On voit là, que tout est là, puis ça tient notre paramètre. Là, on va revenir à notre vidéo 2. Fait qu'on peut faire visibilité de tous les parcours. Est-ce qu'on les a tous? Oui, effectivement, on les a tous. Merveilleux. C'est là où on va pouvoir avoir aussi d'autres options, là, si on veut. On peut toutes les faire dans notre dans notre présentation de parcours d'outils. Là. Mais on va aller voir justement qu'est-ce qui se passe. Là, ça, c'est la durée d'usinage estimée. Ça va être bien important. Ça va vous dire quel paramètre, qu'est-ce qui est quoi
la durée totale, ça va prendre 1h08 pour faire votre pièce. Pourquoi? Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Là, on descend, finition, couronne. On voit là que 1h39 39 secondes. Fait que là, on le voit là, que ça prend du temps. Pourquoi? On est capable de voir justement les paramètres de notre coupe. On pourrait dire qu'on choisit un outil beaucoup plus gros pour pouvoir le faire, pour réduire notre temps. C'est là le niveau de détail à lequel on cherche à avoir par rapport à ce qu'on est en train de faire. On voit le trou de la planche au centre, ça va prendre 18 secondes. On sait que c'est pas très long, puis on peut y aller là, comme on veut le faire. Fait que là, on va le fermer. Nous autres, ce qu'on veut faire, on va peut-être aller changer la finition peut-être. Mais on va aller voir là, vraiment notre bibliothèque d'outils. Là. Ça va être bien important. C'est ça qu'on va le faire. Notre routeur 4x4 Iridium, c'est elle. Sinon, on a la langue moyenne, ça dépend. C'est là où on va avoir des settings différents pour les outils différents. Mais nous autres, on va commencer par le hardwood. On voit l'aluminium est là justement pour la langue moyenne. On peut en ajouter d'autres aussi si besoin pour pouvoir. Nous autres, on est dans du softwood, on était dans du pain. Fait que là, on va le garder exactement comme ça. Puis là, on a toutes nos fraises de finition qui sont là. C'est les grandeurs. On a de l'impérial, mais on a du métrique aussi, bien entendu. Dans le cas qui est là, ben là, on a fraise de finition. On le sait que c'est ça. On n'est pas de trouble, on est super. Fait que là, ben, on le garde avec ça. Puis, on va y aller avec la fraise de finition encore. Fait que là, pour commencer, on a notre fraise de finition. Puis c'est là où on a nos variables au départ. Puis tous les types de fraises qu'on a, justement, les V-bits, les font tools, les engraving tools, ainsi de suite. Là, on a tous les spécialistes, drill, ça peut être carrément fraise, toutes ces choses-là. Là, on en a les forêts aussi impériales. On va voir l'image qui est là, c'est elle qui va être démontrée tout le temps, dans le fond. C'est elle qu'on va voir. Si on la change, oui, on pourrait le voir, bout sphérique, et voilà. On voit le bout sphérique. On va aller en fraise de finition encore. On peut choisir notre unité, justement, en pouces ou en millimètres, de notre fraise. On aurait 6,35 mm si on avait une fraise en millimètres ou 6 mm là, si on veut à ce niveau-là. Nombre de flutes, c'est le nombre de lèvres de coupe qu'il y a. Ça va être très important de prendre en considération là, ça. Puis, on va avoir justement 2 dans le cas à laquelle nous, on va utiliser pour notre planche de pain. Puis, ce nombre de lèvres-là va être super utile pour le calcul de chip load, qui est le copeau, qui est en réalité. Si on en met 3, 4, on va voir que justement, le petit calcul, il change jusqu'à décembre. Nous autres, on va garder ça à 2. Et voilà. Profondeur de coupe. Fait que là, notre profondeur de coupe, là, on va le voir, là, justement, là, c'est la profondeur de toutes les lèvres qui coupent sur le couteau. Il va tout être indiqué dessus. Là. Dans ce cas-là, il est marqué 3/4 de pouce. Dessus, son couteau a 3/4 de pouce d'épaisseur de coupe de disponible dessus. Notre recouvrement, lui, c'est 40% d'overlap. Ça, on va l'en voir un petit peu plus tard. On va voir à la fin, là, quand je prends un outil, vous allez voir c'est quoi l'overlap un petit peu par rapport à ça. Le diamètre, toujours par rapport à ça, c'est 25%, 40% de 0.250 qui va le donner. La vitesse de broche. Avec un outil encore, là, c'est sûr que plus qu'un petit outil, plus qu'on va vouloir virer vite. Plus qu'un gros outil, plus qu'on va vouloir virer un petit peu moins vite. Pour avoir de quoi là, de quand même raisonnable, on n'ira pas trop vite, on n'ira pas pousser la machine pour justement faire peur. On va vouloir juste pousser la machine pour pas que le couteau crie. Fait que la vitesse de la broche va impacter beaucoup le calcul du copeau. Donc on pourra voir là, si on met un autre chiffre dedans. Là, c'est sûr que ça pourrait arriver qu'on le change. Attends, on va changer un petit peu. On va voir l'unité d'avance. L'unité d'avance, là, c'est nous à la scale qu'on va faire là, juste en dessous, les pouces minutes. C'est ce qui va faire le calcul par rapport à notre nombre de flûtes, qui va être là, notre nombre de lèvres qui est ici en haut, justement. Ça, tu ne pouvez pas changer le copeau sans changer le nombre de flûtes, la vitesse de la broche et la vitesse d'avance. C'est tout un calcul là, qui est mis l'avant par rapport à ça. Vous allez le voir, là, justement, pour du softwood, pain, là, vous allez pas mal dans ces alentours, là, 8 millièmes, 9 millièmes, 10 millièmes. Ça dépend, là, dans ces coins-là. Mais 8 millièmes, là, c'est un bon départ pour du softwood. Quand on va rentrer dans du merisier un petit peu plus raide, on va aller plus dans le 6, entre 4 et 6, mettons. Puis ça risque d'être amplement suffisant. La vitesse de plongée, ben là, la vitesse de plongée, ça c'est quand on vient descendre dans le matériel direct. Il y a certaines fraises qui aiment plus ça, d'autres moins. C'est là où on va ajouter les rampings, c'est là où on va faire la différence. Numéro d'outil, lui, par contre,
C'est rien pour vous indiquer, si on avait un holder justement à côté, on avait dit on a un petit rack à outils, puis on aurait un outil numéro 3. On prendrait l'outil numéro, mettons, 3 dans le rack. Puis on irait là. On va faire appliquer. On peut faire justement, ça c'est les bons paramètres en passant là, pour le softwood, notre hauteur, puis un outil, un câble bien standard de flûte. Ça, c'est pas mal une bonne partance pour les modifier tout le temps, pour aller vous sélectionner aussi par rapport à la compagnie. Ça, c'est votre choix là, de qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. Là. On va faire OK. Juste avant, on pourrait avoir un bout sphérique, c'est vrai, qui est un petit peu différent. On a le nombre de flûtes, encore une chose. Le diamètre, la même chose. Là, on a notre diamètre d'un 8. On a tout est identique. Profondeur de coupe, mais là, on peut avoir une profondeur de coupe beaucoup plus supérieure. Mais par contre, notre recouvrement est à 8%. Étant donné que là, on a un bout sphérique. Fait que là, si on veut faire un overlap, ben là, on va le voir un petit peu plus tard, justement, dans la petite démonstration, ben, ça se peut que notre bout là, qui est au bout, ben, si on va à 40%, ben, on va se retrouver avec des lèvres, avec plein de petites traînures au centre, parce que là, il n'aura pas coupé totalement. Avec le 8%, c'est pour ça que c'est plus long faire des bouts sphériques ou des taper nose. Ça arrive, ou des V-bits, en fait. Fait que là, c'est pour ça qu'on met 8%. Comme ça, on se retrouve à passer beaucoup plus près de notre autre ligne. C'est ce qui fait qu'on va éliminer, dans le fond, toutes les petites crevasses qu'il y a. Il y a moins de sablage à la fin à faire là, si on veut justement avoir ça. Vitesse d'abroche, vitesse d'avance, c'est un peu toutes les mêmes choses aussi, mais ça va être bien important d'avoir, je te dirais, là, la même chose. Là, vraiment, là, la vitesse d'avance, c'est sûr que ça va être beaucoup moins vite parce qu'on fait de la finition, bien entendu. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller faire travailler la mèche autant. Puis souvent, ça va avoir des petites passes, fait qu'on ne fera pas crier la mèche à ce niveau-là. Là, on le voit, là, j'étais 25, là, c'est amplement suffisant. Là, on voit, on a d'autres forêts. On a des forêts d'engravage et ainsi de suite, là, mais on a les forêts en V, c'est un peu le même principe aussi, là, si on veut aller avec ça. Là. Hardwood, on va juste vérifier ce que j'en avais mis. Acrylique, il y en avait là en acrylique. Puis on voit qu'on a recouvrement 20% puis 2%. Recouvrement passe finale, 2%, c'est une pointe. C'est normal que ça en prend beaucoup moins. Puis recouvrement standard, là c'est le roughing, non roughing, c'est là où on va voir la différence. La profondeur de coupe, elle va être tout petite, elle, ça c'est sûr et certain. L'angle, ben, c'est sûr que ça va être important aussi. Notre recouvrement, ça c'est 20%, passe finale 2%, c'est ça. Vitesse de broche, on peut aller plus vite, là, mais on voit le recouvrement par rapport à notre diamètre. Le restant, c'est pas mal toute la même chose à ce niveau-là. Une demi, puis on voit que fraise finition une demi. On peut voir que notre recouvrement, lui, était à juste 20%, mais là, on pourrait le monter à 40%, là, mais ça, c'est pas grave à ce niveau-là. Donc, nos paramètres sont là. On a tout fait ça, on est content, on est en bonne place. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enregistrer ou on va aller définir notre Z de matériaux. Notre Z de matériaux, ça, c'est Z1, Z2. Puis là, on voit que les deux doivent rester pas mal tout le temps le même. Ça, c'est juste pour dire que si vous avez des clamps à travers votre projet, c'est quand il va faire des déplacements. Le Z sûr, c'est on veut être sûr que votre outil ne rentre pas en contact avec les clamps. C'est là où on peut modifier de dire, ben moi je vais le mettre, mettons, à un quart, exemple. Et voilà. On va mettre les deux pareils, on s'assure que c'est tout à pareil, on va faire OK. On va faire un recalcul, parce que là, on vient de tout changer un peu notre Z offset. On va dire oui, il va recalculer dans le fond tous nos parcours d'outils. On s'assure de le faire d'une fois avant, ça vaut bien plus la peine. Là, on voit, doivent être recalculés de manière à garantir le résultat. Et voilà. Et c'est fait. Pas d'erreur, on est tout bon pour la suite des choses. On peut recalculer directement physiquement là. On peut recalculer le parcours visible ou recalculer tout. Généralement, on va faire recalculer tout. Des fois, ça va valoir la peine. Ou on peut effacer aussi si on a besoin. Pour la suite, on va aller voir justement notre roughing qui est ici. On va s'assurer. On a plein de petites options là, qui sont là. On peut repogner d'autres choses encore une fois. Là, on peut mettre un autre outil si on veut aussi. On a le bout sphérique. Puis là, c'est là qu'on va vouloir gagner du temps, un peu, en fait. En vouloir gagner du temps, alors, ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'il donne la possibilité d'avoir plusieurs fraises.
Là, on va aller chercher bout sphérique, une demi extra long. Là, rendu là, ça c'est juste un paramètre qu'on avait, mais on va la sélectionner juste pour le fun. Une demi puis un 8. Là, on va voir que là, on a un changement d'outil. C'est là où c'est important quand on parlait de notre Z de datation, que ça va être bien important de l'avoir à la bonne place. Là, on va faire OK. Puis là, dans le calcul, on va faire une autre affaire. Je vais marquer un autre nom pour être bien sûr. On va go. Et super. Donc là, on va pouvoir justement continuer avec la bonne chose. C'est sûr que quand on a ces deux paramètres-là, vous allez voir qu'il y a un outil qui va passer. C'est tout le temps plus long en passant à calculer quand tu as deux parcours à la fois. Là. C'est tout à fait normal. On va laisser calculer un petit peu. Et voilà. Et voilà. Bon, cool. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est justement si on refait un parcours d'outils, Finishing Pass 2. Fait que là, on voit que c'est le extra long. On vient vraiment là dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc là, on va aller faire finition, bout sphérique 1.8. On va aller le rajouter. Là, il ne l'avait pas rajouté, je pense. On va laisser recalculer. Ça va être un petit peu plus long. Ça en vient. On va vouloir avoir les deux outils à l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que tu as une bout sphérique dans le fond qui va passer en dernier. On va faire la première passe de finition avec le bout 1,5, puis on va juste faire les petits avec le 1,8. On voit là, les deux sont là. On va désactiver ça. Puis là, on a finishing 2 pass, effacer 1. Effacer 1, ce que ça veut dire, c'est roughing 1 c'est le finishing, c'est lui qui va prendre la plus grosse fraise. On peut voir justement bout sphérique 1,5. Puis on a l'autre ensuite de ça qui va être finishing 2 pass. On a vraiment ce qu'on a juste le petit bout sphérique 1,8 là. On va juste tasser, il veut pas. Let's go. Pourquoi tu veux pas? On va juste le remettre. Et voilà. Pas grave. Dans le fond, notre effacé, c'est justement pour dire qu'on enlève le plus gros avec la fraise 1,5. Puis on va juste faire qu'est-ce qui est le tout petit avec le 1,8. Là, on voit, là, il ne fait pas tout. Il va juste faire ce qui est important avec le 1,8. Fait qu'on va enlever une finition. Là, on voit, là, on n'a pas fait notre roughing, là, mais ça, c'est pas grave pour le moment. Là. On va juste enlever, on va juste augmenter un petit peu notre vitesse. On voit là, que c'est quand même bien, mais c'est pas tout à fait défini. Fait que là, si on fait le parcours avec celui-là, ben là, on voit là, que là, il est allé définir avec le petit parce que l'outil pouvait rentrer des petites places. C'est vrai que c'est bien important. Là, si on va pouvoir voir dans notre calcul de temps, est-ce que c'est plus long ou c'est moins long, justement, cette histoire-là? Là, finition de la couronne, la 1 heure qu'on a, on n'a plus besoin de l'avoir. En réalité, là, on a une 32 minutes au lieu d'1 heure en utilisant un nouvel outil. Fait que là, c'est très important. C'est là où on pourrait dire la finition couronne, là, on pourrait aller la supprimer. Là. On pourrait voir là, que ça n'a plus rapport là, dedans. Là. On n'est plus obligé de la mettre la finition. Je la ferme. En finition couronne, on va aller la supprimer. Supprimer, c'est ceci. Et voilà. Fait que si on refait, et voilà, 44 minutes. On a économisé 15 minutes juste en ajoutant un outil. Pourtant, c'est la même chose. On va avoir la même finition au total. C'est juste qu'on va avoir un changement d'outil supplémentaire à avoir. Là, ça va être bien important de prendre en considération ça si on veut faire ça. Par contre, il y a beaucoup plus de manipulation avec la machine. Ça, c'est normal. Là, on a l'enregistrement des parcours d'outils. On se souvient qu'on a enregistré à gauche, on a enregistré notre projet. Et, si on veut, on peut rouvrir. Fichier existant. Et voilà, on va revenir. Tous nos parcours d'outils sont déjà là. Ils ont déjà été faits. Tout est là. Ça reste exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on n'a pas enregistré pour la machine. C'est là la grosse différence à ce niveau-là. C'est vrai que ça va être bien important. Fait que là, on voit qu'on peut enregistrer un parcours sélectionné. C'est celui qu'on a sélectionné en bleu en bas. Même si sont tous parcours d'outils, là, tout cochés, on s'en fout. C'est pas grave. Là, on va voir que les contours, parcours finishing, on voit le parcours d'outils enregistré. Là, on voit finishing 2 passes avec l'outil qui est en dessous.
Puis là, ben, après ça, on voit la machine, le post-processeur, plus l'enregistrement du parcours d'outils. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de justement ne jamais enregistrer deux outils dans le même. C'est-à-dire, si vous avez un bout sphérique 1.8, bout sphérique 1 quart, vous ne mettez pas les deux ensemble parce que lorsque vous allez arriver sur la machine, vous allez être obligé d'arrêter le projet, de recommencer. Vous n'allez pas pouvoir faire la remise à zéro du prochain outil. La machine ne vous le laissera pas faire. Ça, c'est quand on va faire l'enregistrement de plusieurs outils dans le même. C'est quand on aurait une machine avec porte-outils. Donc là, où on pourrait choisir les outils, où la machine va arrêter elle-même puis elle va changer ses outils par elle-même. C'est là où on va déterminer. Nous, on a tout ce qu'on veut faire en premier. On va sortir exactement tout ce qu'on veut faire selon les fraises qu'on a au début. Donc, on va vouloir faire peut-être exactement la fraise de finition 8. On va vouloir commencer par la plus petite vers la plus grosse. Pourquoi? Parce qu'on enlève juste du petit matériel, puis on affaiblit moins le matériel à ce niveau-là. On pourrait le laisser comme ça. On va le garder. Trou planche, parcours d'outils. On peut juste sélectionner ce qu'on veut. Ça, c'est la fraise finition. Ça, c'est parcours sélectionné. On a une machine. On va chercher Iridium. Il va nous proposer automatiquement le post-processeur. Il n'y en a rien qu'un. On regarde ça là tout le temps. Puis on enregistre le parcours d'outils où ce qu'on le veut. Là, on le voit. Trou planche. .nc. Qu'on pourrait le garder comme ça. On vient de le saver exactement. Qu'on pourrait l'utiliser sur la machine. On pourrait les saver un par un. Normalement, on va les saver un par un. Parce que si on fait parcours visible à un fichier, exemple, au lieu de parcours sélectionné, bien là, ce que ça va faire, c'est qu'il va prendre tous les parcours et il va les mettre dans le même. C'est pas ça qu'on veut. Nous autres, c'est un par un. On va s'assurer que tout est bon. On va faire tracé par tracé. On va s'assurer que refaire tout le temps le même procédé, tout le temps. C'est-à-dire qu'on va dire, on reprend la remise à zéro, on met la remise à zéro, on repart, on met notre outil, et on part, et on refait tout le temps ça. On peut en combiner si vous savez un peu ce que vous voulez faire. Si vous utilisez le même outil, il n'y a pas de problème. Vous pouvez combiner les mêmes outils. Fraise finition un quart, contour planche. Vous pouvez faire le trou et ensuite de ça le contour. Le voir, vous ne pouvez pas. Fait que là, c'est parcours visible à un fichier. Et là, où est-ce qu'on sélectionne ensuite de ça, celle qu'on veut avoir dans notre fichier. Trou planche plus le contour extérieur. Puis c'est là que c'est important avec les flèches, comme j'ai fait, de savoir quel qui va commencer en premier. Avec le trou de la planche, puis ensuite le contour extérieur. Puis lui, on peut l'enregistrer à la fin comme étant un parcours pour nous autres. Donc on a les deux mêmes outils, puis on s'assure d'avoir la bonne chose. Puis on pourrait faire ces deux-là, le contour, notre tenon, notre trou. Puis on va pouvoir être correct. Puis là, on va pouvoir l'enregistrer, justement, pas longtemps après. Si on veut. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'enregistrement du parcours d'outils à ce niveau-là. Ensuite de ça, vous allez pouvoir aller sur la machine, vous allez pouvoir utiliser exactement comme que vous êtes habitué de faire d'habitude. Enregistrer, ça c'est bon, merveilleux. Donc là, on va se retrouver à faire justement, aller rechercher un petit peu les informations là, sur les sites internet justement par rapport aux outils. Là. Ça va vous donner une indication un petit peu supplémentaire là, par rapport à qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis pourquoi on le fait. On va avoir justement cet outil-là, on va aller sur Tool, sptool.com, puis on va aller rechercher exactement ce qu'on a de besoin. Normalement, on devrait avoir le numéro d'outil. Là, on va juste marquer notre numéro d'outil justement à ce niveau-là. W0, 100 et 7. Là, on devrait l'avoir. On va même avoir les prix en passant. Vous pouvez en acheter des bits, il n'y a pas de problème. C'est bien correct. Vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Sptool, donc là, OK, vous avez justement les dimensions. Float, nombre de float, shank diameter, tip radius. Vous avez tous les paramètres normalement pour pouvoir justement les rentrer. Dans quoi qui va être bon, ce matériel-là. D'autres types qui vont être là aussi. Généralement, vous avez ceux qui est là. C'est ça. Vous avez aussi les paramètres de coupe, généralement, dedans. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont, mais on peut le voir justement, c'est quoi qui est bon le mettre. On peut le voir sur tout, ça fait qu'est-ce quoi. On est capable de faire du brasse avec celle-là. Vous pouvez voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y en a qui se vendent en plusieurs quantités, vous pouvez le faire. Ça va être bien important. Bien souvent, ils vont vous donner, dans le fond, les recommandations pour commencer. Mais c'est pas tout le temps la bonne chose, mais vous pouvez le faire selon ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là. Vous pouvez l'utiliser. Là, vous allez voir justement que ça peut faire beaucoup de petits détails, mais là, on le voit là, que c'est quand même assez intense, là, des petits détails comme ça. Mais vous allez voir que ça fait des petits chanfreins
de 4.82 degrés, puisqu'on peut voir le carving 4.82 degrés, tapered angle ball nose. Puis ben, le type au bout, c'est du 0.5 mm de rayon. C'est comme si ce serait un ball nose taper. Ça, c'est super cool. Ça fait vraiment de l'engraving. C'est vraiment super bon pour faire du 2D, du 3D à ce niveau-là. Dans notre chose qui est là, ben, on pourrait l'utiliser là, pour avoir là, notre couronne, dans le fond. On pourrait l'utiliser pour ça. Donc, on voit que j'avais des outils, comme je parlais tout à l'heure. J'en ai amené une couple. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. On peut voir vraiment qu'est-ce que je lisais tout à l'heure. Si elle zoome un petit peu. Et voilà, on voit un petit peu là, qu'est-ce qui se passe. Là, on voit Spetool, Carbide and Mill. On voit qu'on a le petit numéro qui est ici, justement. C'est là où on avait tantôt la demande de dimension là, pour aller sur le site pour aller chercher les informations. Quand on manipule un outil, un N1000 ou vraiment quelque chose, un outil comme ça, on voit que la petite boîte justement avec tous les écriteaux dessus, parfait, on a un petit carré qui est à l'arrière, puis on a vraiment la petite boîte qui est là. On essaie de juste le tortiller un petit peu, juste pour le sortir, pour faire attention pour pas aller trop vite, parce que sinon on peut se couper. Là on voit qu'on a l'exposition de la mèche qui est là. On le prend jamais par le couteau, on veut vraiment aller chercher le plus bas possible, vraiment là, pour aller le séparer de notre petit bloc. On va toujours manipuler la mèche pour l'avoir. Jamais on veut la manipuler pour là, parce que si on fait juste la glisser comme ça, ça coupe énormément, qu'on veut vraiment éviter ça. Pour la remettre dans l'emballage, on fait la même chose. Et on viendrait la glisser ici à ce niveau-là. On s'assure de ne pas être en contact comme ça, vraiment là, sur notre main. Mais on veut vraiment que ça soit sur vraiment dans les airs pour qu'on puisse vraiment pousser. On a des couteaux comme ça qui bougent à l'intérieur. Vous allez remarquer que si on fait juste enlever le petit cap qui est là, on l'enlève. Et voilà. Puis on voit que si on fait ça, le couteau il descend dans notre main. Puis on l'a directement. Ça, c'est important de ne pas remettre le couteau dans ce sens-là, où on viendrait le pousser directement dans notre main, mais là le couteau viendrait rentrer dans notre main, puis c'est pas ça qu'on veut. On pourrait se couper justement d'ailleurs. C'est pas ça qu'on souhaite. On cherche tout le temps à mettre le coupant à l'intérieur dans le bout, et le rouge viendrait vraiment sur ce qu'on appelle le shank, qui est vraiment la partie extérieure à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez voir qu'il y a différents types de bits, justement, de petits routeurs, justement. On a des bouts sphériques, comme on a vu tout à l'heure. Les bouts sphériques, justement, on le voit là, peut-être pas. Là, je m'approche peut-être trop. On voit que le petit bout qui est ici, il est rond. Vraiment, là, c'est ce qu'on appelle le bout sphérique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite de ça, on a les bouts en pointe, ce qu'on appelle les V-drills, les points de drill, point and mill. Là, c'est ce qu'on a justement à ce niveau-là. On voit vraiment qu'on a un angle là, des deux côtés. Puis ça, c'est vraiment une pointe. Puis là, ben, ça usine de partout jusque sur le côté. On est capable de percer avec. Puis on est capable d'usiner sur le côté aussi. Même chose pour la pointe. On a ce qu'on appelle aussi des N1000 tout à fait standards, des N1000 droits. Puis on va le prendre avec lui. Puis je peux vous montrer que c'est droit. Droit qui est là. Vraiment, là, on est vraiment là, de quoi? De droit. Donc là, on est vraiment à la bonne place. On va prendre aussi en considération qu'on a une flûte. Je sais pas si on le voit. Très bien. Peut-être pas. Ouais. On voit qu'on a juste une lèvre. Qui a juste une petite pointe à gauche. Là, ça, par contre, il faut faire attention un petit peu plus parce qu'ils sont un petit peu plus fragiles. Ils vont beaucoup moins vite aussi que les deux flûtes. Mais c'est une très bonne mèche aussi quand on fait du petit travail. C'est super bon. On a aussi ce qu'on appelle les couteaux type engraving point. C'est des couteaux vraiment là, vraiment comme on le voit là, c'est vraiment très 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 pointu. On voit c'est un petit bout sphérique au bout, c'est 0.5 mm de diamètre. C'est vraiment là, de quoi là, qui est tout petit, mais ça usine tout son long aussi. Ça a une belle angle là, très 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 mince. Capable d'aller chercher des petits points creux et profilés, là, vraiment là, super très 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 précis. On va vous montrer aussi ce qu'on appelle des couteaux upcut et des couteaux downcut. Il y a une coupe vers le bas puis une coupe vers le haut, puis des couteaux up and downcut. Nous, on utilise des couteaux up and downcut et downcut et upcut.
On va regarder justement les upcuts. Ça ici, ce que j'ai dans les mains, on va essayer de le voir un petit peu. On voit la lèvre, là, elle va vers le haut. Cet haut-là, justement, ce qu'on veut, ça veut dire que quand on est à l'envers, comme ça, ça veut dire que là, on voit que la lèvre va vers le haut. On appelle ça un couteau upcut. C'est qu'on cherche à lever quand on est sur le rebord de notre bois, qu'on s'en vient ici. On l'envoie ici. Comme ça, ça veut dire que les cartels, là, elle va vouloir essayer de monter. Même en la coupant, ça se peut qu'ici, on soit des côtés un petit peu bavurés. Tandis que quand on vient défoncer plus bas, ben là, en bas, c'est sûr que la partie en dessous de notre matériau, ben là, lui, il est à la bonne place, c'est-à-dire qu'il va essayer d'être resté sur la planche. Donc là, on va garder ça là, pour être vraiment pour des couteaux de type en bas, qu'on va vraiment couper vers le bas. En haut, ça risque de faire des petits écartels justement à ce niveau-là. S'il y a des petits écartels, c'est là qu'on va utiliser le couteau downcut. J'ai pas de couteau downcut, mais on voit que c'est l'inverse de la spirale qu'on a vue. Au lieu des lèvres monter vers le haut, ben en fait, ils descendent vers le bas. Au lieu d'essayer de relever le copeau, il va essayer de le pousser vers le bas. Comme ça, on va le garder plus bas. Ce qu'on a aussi, c'est des couteaux up and down cut. C'est ce qui est ici, en ce moment. Fait que là, ça ici, ça c'est un. Et on le voit, là, il y a une spirale vers le haut, mais vers l'autre sens. Là, je ne sais pas si on la voit très bien à la caméra ou quelque chose comme ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, mettons, le couteau monte, puis la petite partie en haut, elle est up cut au lieu d'être down cut. Là, si on la prend à l'inverse, c'est-à-dire que la petite partie qui est là, on a pas à la même hauteur. On a une partie, dans le fond, qui relève notre copeau pour aller protéger notre dessous de surface, puis on a un down cut pour aller protéger le dessus de la surface. Donc là, ce que ça fait, c'est quand on vient passer et creuser, ben, on vient protéger les deux surfaces en même temps de couper. Pour ça qu'on a des couteaux up and down cut pour protéger les deux surfaces, pour que les deux surfaces soient super belles lors de l'usinage. Donc, on va parler de, justement, on va ressortir le même couteau finalement, on va reparler de ce qu'on appelle le step over tout à l'heure. Quand on a le step over, on voit que ici, justement, on va essayer de faire focus sur la caméra encore une fois. On voit que notre step over, ça c'est 50%. Parce que si c'est 100%, c'est à chaque fois qu'on a un 100, on va se tasser de 100% de notre dimension. Si on est à la moitié qui est là, justement, ça veut dire qu'on est à 50%. 40%, ça veut dire qu'on va en avoir un petit peu moins, mais à chaque fois qu'on va le tasser, on va le tasser un petit peu. À chaque fois, c'est 40% à ce niveau-là pour faire notre step over. On peut le mettre à 100%, surtout dépendamment des couteaux. Par exemple, si on aurait un outil de surface, comment qu'on viendrait enlever une grande surface. On pourrait mettre quasiment 100%, puis on pourrait se tasser là, à toutes les fois d'un grand step. Comme ça, on travaille dans toute la surface du couteau, puis on évite justement d'avoir une longueur d'attente à ce niveau-là. Le petit ball nose qui est ici, lui, la différence qu'il y a, c'est que on voit peut-être un petit peu bien, on va essayer de le voir un petit peu plus en zoomant. On voit que là, il y a de l'espace en dessous ici. Cet espace-là en dessous, ce que ça fait, c'est que là, ça laisse passer du matériel si on irait, mettons, à 50%. Parce que 50% à côté, ben là, on sait qu'ici, entre les deux, il y aurait une petite montagne qui est là. Cette petite montagne-là, ben, on ne la veut pas. C'est pour ça qu'on se tasse de 8%. Avec 8%, on se tasse tranquillement à chaque fois. C'est pour ça que c'est long quand tu fais de la finition. Ben là, lui, il laisse pas de ligne, justement. Ou s'il en laisse, ça va être des lignes très 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 fines qui vont s'enlever super bien lors du petit sablage de finition à la main, petit sablage manuel, juste pour vraiment polir ou vraiment avoir le maximum. Ça, c'est vraiment très important à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment la différence entre le step over puis les passes qu'on a vues tout à l'heure à ce niveau-là. Quand on vient parler de ramping ou justement de point drill, justement, là, nous, quand on vient sur le côté, on est capable de dire qu'on vient faire un trait tout le long, en V, bien entendu, ou on pourrait venir faire les côtés, on va faire un chanfrein sur la côté de notre pièce. Ça, on pourrait le faire là, sans problème à ce niveau-là. Nous, on peut, mais on n'est pas obligé. Quand on vient d'un ramping, c'est-à-dire, mettons qu'on prend la mèche, on pourrait prendre la petite qui est ici. Avec un petit ramping, quand on a une mèche, justement, un flûte, comme ça, là, une lèvre, ben ça, on va essayer généralement d'utiliser pour aller la faire en descendre tranquillement. Fait que là, ce qui veut dire qu'on va le passer, on va arriver, au lieu de descendre directement droit dans notre matériau, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre tranquillement dans notre matériau, puis aller usiner, puis ensuite de ça, on va partir sur notre parcours, on va remonter,
puis on va repartir. Quand toute la partie qui n'est pas usinée ici, il va la continuer, puis après ça, il va remonter. Si on n'en fait pas, ça va juste descendre. Puis là, ben, on a des risques justement que ce petit couteau-là n'aime pas tant ça. Puis là, il pourrait briser justement, puis avoir un flex, puis briser le couteau. Puis là, ben, on aurait une difficulté justement à faire le tour. Puis on va y aller tranquillement, on rentre, on fait le tour. On fait le tour. On redescend encore en même chose en step. On peut redescendre encore un peu plus creux. On continue, on remonte, et on repart. Donc ça, c'est vraiment la partie des steps qu'on aurait. Avec tout ça, là, les numéros qui sont là sur les outils, c'est là que ça va être important. On a montré une couple d'outils. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers de types d'outils. Ils sont tous différents. N'hésitez pas à en acheter si vous vous sentez à l'aise de le faire. Si vous avez des designs en particulier, nous, on en a quand même une couple qui sont standards. On en a un peu. Il y en a qui sont un petit peu plus piqués au niveau des vitesses. Il y en a que d'autres qui sont plus permissifs. Puis ça va vous le dire. On va pouvoir vous le dire aussi à ce niveau-là là, par rapport à ça. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est que si vous avez vu la machine fonctionner, vu tous ces démarrages, ces choses-là, ben là, je vous invite à prendre un rendez-vous. On va pouvoir valider toutes les compétences que vous avez, puis après ça, vous allez pouvoir partir votre projet. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je vais vous inviter à aller voir la formation justement sur comment utiliser la machine, comment démarrer, comment maintenir son objet, sa grosse plaque de travail qu'on a travaillé. C'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour le faire. Fait que sur ce, je vous remercie, puis au plaisir.